Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, nous découvrons Arnaud, ingénieur agronome de formation qui a décidé de s'installer pour élever près de 18 000 poules pondeuses. Après avoir visité les installations et rencontré toutes ces pipelettes, nous avons pris le temps de discuter de son parcours et de son quotidien d'éleveur. C'est surtout un échange fourni pour comprendre la réalité de la filière de l'œuf et donc de l'élevage de poules pondeuses. Alors ne va surtout pas te faire cuire un œuf avant la fin de l'épisode, car promis, tu vas apprendre de nouvelles choses. Alors bonjour Arnaud, merci de m'accueillir sur ta ferme au milieu de tes poules pondeuses. Bonjour Sophie. Alors tu as 32 ans Arnaud, tu es installé depuis janvier 2022 en tant qu'éleveur de volailles, donc plus particulièrement en tant que producteur d'œufs. Mais ton parcours a débuté en tant qu'ingénieur agronome, nous avons tous les deux la même casquette, le même diplôme. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi cette filière et cette formation ? Sortie bac, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'avais une petite idée de vouloir travailler avec des animaux. Et donc je m'étais d'abord orienté vers la filière vétérinaire, comme mon père, comme mon parrain. Ceci m'a conduit à faire une prépa bio. Et le concours veto, c'est le même que le concours agro. Donc comme j'ai pas eu veto, j'ai eu agro. Mais ton père, il était vétérinaire dans le milieu agricole déjà ou pour des animaux domestiques ? Papa, il est vétérinaire de formation, il n'a jamais pratiqué. Il a D'accord. toujours été dans les industries après. Et pas du coup issu du milieu agricole par tes parents ? D'accord. Non. Après avoir eu ton diplôme, tu as eu quoi comme poste différent ? Sorti des études, j'ai fait un VSI au Sénégal de 1 an et demi où j'ai monté pour une structure religieuse, j'ai monté un poulailler pour la chair qui existe toujours, j'en suis très content. Et ensuite, quand je suis rentré en France, j'ai cherché du boulot, j'ai trouvé au contrôle laitier du Jura en tant que chargé d'études, donc au bureau. Donc après ton diplôme, tu es toujours resté quand même dans la filière élevage ? Ouais. Donc j'avais fait 1 an et demi dans le Jura, c'était des CDD. Et sorti de là, mon frère s'est installé en céréales dans l'Aude, on voulait plus ou moins travailler ensemble. Donc je l'ai rejoint et je voulais moi faire de l'élevage, lui des céréales. Quand tu pars de rien, sans sous, c'est la volaille qu'il faut prendre parce que c'est là où c'est rentable. D'accord. Donc j'ai choisi l'œuf parce que les banques m'auraient suivi sur l'œuf, mais pas sur le bovin. Et finalement, tu t'es retrouvé dans le Tarn-et-Garonne ? Voilà. Je suis retrouvé dans le Tarn-et-Garonne parce que le projet n'a pas pu se faire, trop cher. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un projet à 1 500 000 et que 1 500 000 c'est beaucoup. Oui. Et surtout qu'aujourd'hui, avec la matière première qui ont vachement augmenté ces dernières années, de toute façon le projet ne passait pas. Et donc tu as eu cette opportunité dans le Tarn-et-Garonne de reprendre déjà un élevage de poules pondeuses existant. Exactement. Avec mon frère, donc, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire. Moi, je voulais m'installer de toute façon, j'avais pris la décision de m'installer. Et son comptable, ayant entendu parler de cette exploitation de poules pondeuses qui se vendait dans le Tarn-et-Garonne, il m'en a parlé. Et j'ai donc travaillé 1 an pour celui à qui j'ai acheté la ferme. D'accord, pour avoir une transition finalement. Pour avoir une transition, pour apprendre le métier, parce que j'y connaissais rien. C'est pas du tout poulet de chair, poule pondeuse, c'est pas du tout c'est le même animal, c'est pas du tout le même métier. Ça, effectivement, c'est une nuance qui est très importante, c'est que des poules, donc volailles de chair qu'on va manger en poulet fermier, c'est pas du tout la même façon de travailler que des poules pondeuses où là, elles vont elles vont pondre des œufs. Ça, c'est une nuance qui est très importante, effectivement, parce qu'on parle de poules, mais de quelle poule parle-t-on ? Effectivement, tu fais bien de le souligner. Et donc, cette passation avec cet ancien éleveur, elle s'est passée comment ? Très bien, on est toujours en contact. Dès que j'ai un problème, je l'appelle, il répond, il est sur place très rapidement. Il habite à l'autre bout du village, donc c'est plus facile. Donc ça se passe super bien. D'accord. J'ai beaucoup de chance. Tu trouves que tu as eu beaucoup de chance ? Par rapport à d'autres jeunes qui s'installent en reprenant une structure d'un retraité, la plupart du temps, le retraité, il en a marre, quoi. Il arrive au bout de sa vie de carrière, il a fait une longue carrière, il a réussi à vendre à 65-70 ans. Une fois qu'il a trouvé un jeune, il s'en va, quoi. Il veut son billet et c'est tout. Ouais, il veut sa retraite. Bon, il y en a beaucoup des ingénieurs agronomes maintenant qui veulent finalement s'installer
en tant qu'agriculteur. C'est quoi qui t'a fait vraiment passer le pas de travailler dans le secteur de l'élevage, par exemple, donc être auprès des agriculteurs, à en devenir un? Alors c'est sympa de travailler pour quelqu'un, t'as tes week-ends, t'as ton salaire, C'est sûr. t'as tes jours de congé. C'est encore plus sympa, je trouve, d'être à son compte, même si t'as pas de week-end, t'as pas forcément de salaire. Les congés, c'est difficile parce qu'il faut toujours que tu trouves quelqu'un pour te remplacer sur l'exploitation, Surtout l'élevage. surtout dans l'élevage. Mais c'est tellement sympa d'être à son compte, de faire ce que tu veux, quoi, de suivre. En fait, un agriculteur, il est gérant d'une entreprise. Donc c'est tellement passionnant, quoi. Tu gères tes salariés, tu gères ta compta, tu gères les intrants, les ventes, les difficultés, la commercialisation. Enfin, Donc toi, ce qui t'a attiré finalement, c'est ce côté entrepreneur et multicasquette voilà, qu'a un agriculteur. Ouais. Alors par rapport à cet élevage, tu es sur combien de surface et t'as combien de poules surtout? J'ai 10 hectares de terrain, dont 7 hectares de parcours pour les poules. Donc j'ai 18 000 poules pondeuses réparties dans 2 bâtiments. Un bâtiment qui a été construit pour la poule pondeuse, donc dans lequel il y a 16 000 poules. Et un bâtiment qui était anciennement un bâtiment de poules et de chair, dans lequel le prédécesseur a mis quelques poules pour la vente directe, pour développer la vente directe, dans lequel il y a 2000 poules. Ça fait des pipelettes. Du coup, tu disais notamment que tu avais une partie de parcours, 7 hectares de parcours, parce que tu fais du plein air. Exactement. J'ai repris la structure telle que. Mais c'était une volonté de ta part? Une condition? C'est le marché qui veut ça. Donc quand tu produis quelque chose que tu vends en direct, il faut que tu t'adaptes au marché. Le marché des animaux élevés dans des conditions qui pensent être les meilleures possibles. Donc il faut faire du plein air ou du bio. En extérieur, et puis effectivement, c'est toute cette notion du bien-être animal finalement. Exactement, ouais. Et surtout de ce que le client, le consommateur, se fait de l'idée d'un élevage. J'aime bien ta formulation. Tu sous-entends quoi dans ta formulation? Que le consommateur n'y connaît rien, même s'il veut faire croire qu'il connaît quelque chose. C'est très difficile de mettre en avant sa production. Tu vois, je t'ai dit 18 000 poules, il y en a plein qui vont sauter sur leur chaise et qui vont dire que c'est un industriel. En réalité, c'est pas du tout ça. C'est la densité qui compte dans un élevage. J'ai 18 000 poules, mais dans un bâtiment qui est assez grand pour les contenir. Dans un parcours de 6 hectares, elles vont jamais au bout du parcours, c'est beaucoup trop grand. Finalement, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément le nombre qui compte, mais plus les conditions dans lesquelles elles sont élevées, et notamment la surface qui est disponible pour chacune d'entre elles. Exactement. Parce qu'effectivement, c'est important de le rappeler pour nos auditeurs, il y a différents modes d'élevage. En tout cas, si on prend que le cas des poules pondeuses, on va avoir celles qui sont labellisées en agriculture biologique, donc on retrouve avec le code 0 sur l'œuf. On va avoir ceux qui vont être label rouge ou plein air comme toi, avec le chiffre numéro 1. Donc ensuite, on va avoir celles qui sont au sol, à l'intérieur d'un bâtiment, qui seront le numéro 2. Et enfin, le numéro 3, c'est les poules pondeuses en cage. Voilà, ça a été souvent critiqué par des associations telles que L214, qui sont des associations qui luttent pour le bien-être animal. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mis au goût du jour auprès du consommateur qui veut un œuf dont la poule a pu gambader à l'extérieur. Donc du 0 ou du 1. Donc toi ici, tu es numéroté numéro 1. Oui, exactement. Comment tu gères cette partie parcours extérieur avec tes poules? Comment elles y ont accès? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le déroulé de la journée? Si tu veux nous expliquer effectivement c'est quoi une journée type, vas-y. Le travail de producteur d'œufs, il faut forcément ramasser des œufs. Les poules pondent à 60-70% le matin. Elles se réveillent, la lumière s'allume à 5h du matin. Il y a un premier passage d'aliments, donc elles mangent, elles boivent, et ensuite elles pondent. En gros, c'est ça. Pour une poule, sa vie, le matin, c'est ça. Donc moi, le matin, je ramasse des œufs. Les œufs sont pondus dans des nids, roulent sur un tapis que moi je fais tourner et donc moi je suis que au bout du tapis, j'ai pas forcément besoin de rentrer dans le bâtiment finalement. Les œufs sont mis en alvéole de 30 œufs que j'empile et que je mets sur des palettes pour vendre aux grossistes. En partie en grossiste et en partie en vente directe, tu m'expliquais.
Pour tout ce qui est de la vente directe, donc avant que les œufs soient mis dans les alvéoles, je trie et je mets donc de côté tous les œufs invendables grossistes, c'est-à-dire sales en gros. Ceux-là, je suis censé les jeter. Et donc tous les œufs qui sont beaux, qui sont les plus gros, je les vends en vente directe sur les marchés ou au semi-gros. Donc je mets de côté avant que ça parte aux grossistes. D'accord. On fait des tours dans le bâtiment, je dois passer dans mes bâtiments 3 ou 4 fois dans la journée pour vérifier que tout aille bien. Être éleveur, c'est être observateur. Il y a plein de paramètres à regarder dans n'importe quel élevage. Tu peux en citer certains ? Le bien-être des poules. Une poule est bien si elle a la crête haute, droite, rouge, si elle est emplumée, si elle est grosse, il faut aussi elle pond. Si tu vois des paramètres comme la crête un peu courbe ou un peu pâle, il se passe un truc. Donc tu vas essayer de chercher la cause. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que l'aliment est bien tourné. Donc je relève tous les jours le compteur d'aliments, le compteur d'eau. Il peut y avoir des casses. Vérifier que le goutte à goutte de l'eau fonctionne bien. Les pipettes peuvent être bouchées. On a eu le cas concret tout à l'heure, c'est pour ça. Et effectivement, après la ponte, donc il y a cette partie matinale. Ensuite, tu ouvres vers 11h, mais tu changes les horaires un petit peu pour pas qu'elles s'y habituent non plus. C'est ça que tu m'expliquais, pour qu'ensuite elles aient accès à l'extérieur. Voilà, j'ouvre les trappes. Les poules peuvent sortir. Elles le font ou pas. C'est à elles qui décident. D'ailleurs, quand il fait très chaud, elles ne sortent pas. Elles souffrent aussi de la canicule, finalement. Ah ouais, au-delà de 30 degrés, une poule commence à avoir du mal. À avoir du mal, oui. Alors finalement, après, une fois qu'elles ont pondu et que toi, tu as déroulé le tapis pour pouvoir récolter ces œufs, donc c'est calibré, c'est marqué. C'est d'ailleurs quelque chose de très important au niveau de la filière œufs, qui a une traçabilité qui est très importante. D'ailleurs, c'est une des filières avec une des meilleures traçabilités. Et chaque œuf est marqué avec son mode d'élevage. Donc j'ai expliqué tout à l'heure 0, 1, 2 ou 3. Donc on sait comment a été produit l'œuf, on sait d'où il vient. Notamment, il y a la marque FR pour France. On a le code de l'éleveur et on a même le numéro de bâtiment au cas où il y a un souci. Donc, il y a quand même une traçabilité qui est importante. Toi, tu as ton propre code qui est rattaché à ton propre bâtiment. Tu es obligé de marquer, vu que tu fais plus de 250 œufs, la réglementation l'impose. Si je suis en vente directe. Si tu es en vente directe, et comme je fais de la vente directe, j'ai mon propre centre d'emballage d'œufs où l'œuf passe, comme tu disais, par la calibreuse, le tampon et le marquage, voilà. Et le mirage. Le mirage pour vérifier si l'œuf n'est pas fêlé. Donc tu commercialises en vente directe sur des marchés, notamment autour de Montauban et à Montauban même. Et ensuite tu passes par des semi-gros. Donc les semi-gros, ils ont quel axe de commercialisation par la suite ? Soit ils revendent l'œuf, soit ils les cuisinent. Et après pour les grossistes, ça part en grande surface ? Grossistes, ils vendent aux grosses surfaces, au GMS. Donc finalement une partie de tes œufs finissent en supermarché ? En supermarché, ouais. Ça a quelle facilité de travailler avec ce type de commercialisation ? Ça permet de payer les charges d'aliments, les charges de poules. C'est-à-dire avec la vente directe au marché, c'est pas possible ? Pas avec un si grand nombre de poules. Vendre les œufs d'un élevage de 18 000 poules, c'est un autre métier. Il aurait fallu quelqu'un qui s'occupe que de l'élevage et quelqu'un qui s'occupe que de la commercialisation. D'accord. Parce que c'est trop gros, il aurait fallu des contrats avec des GMS, il aurait fallu avoir des boîtes, mettre en boîte, avoir une étiquette. Et c'est pas mon but à moi, j'ai pas envie de faire ça. Oui, t'as pas envie de te disperser finalement à faire ça. Donc tu travailles avec un grossiste, après c'est le grossiste qui met en boîte, qui travaille avec les grandes surfaces. Voilà. Et puis finalement, au moins ça te permet d'assurer un revenu constant. Voilà, exactement. Parce qu'il me paye l'œuf en fonction du coût de l'aliment, qui est la plus grosse charge dans l'exploitation. Comme l'an dernier, l'aliment a beaucoup augmenté en coût, le prix de l'œuf a un peu augmenté, donc j'ai pas ressenti énormément la charge supplémentaire. Du coup, tu l'as répercuté aussi sur le prix en vente directe ? En vente directe, je l'ai un peu répercuté, ouais. Bon, j'essaye de rester toujours inférieur au prix du supermarché. Pourquoi ? Pour que les gens m'achètent des œufs. Mon but à moi, c'est de vendre le plus d'œufs possible. Donc je fais le prix, je calcule pour limiter les prix. pertes ? Non, parce que de toute façon, tous mes œufs peuvent partir au grossiste, j'ai zéro perte. Mais alors, quelle est ta stratégie si finalement les grossistes peuvent tout te prendre ? Pourquoi, entre guillemets, te prendre cette charge avec la vente directe et faire des marchés qui sont quand même assez pénibles finalement ? C'est pour me payer mon salaire. Parce que le travail avec le grossiste, ça me sort un SMIC les bonnes années. Il me paye l'œuf en fonction du coût de l'aliment, mais les autres charges augmentent, électricité, eau, salariés.
Oui, parce que finalement, ton prix de revient à l'œuf, il est plus élevé en vente directe que si tu vendais avec le grossiste. Beaucoup plus élevé, ouais. 3 Parce fois plus élevé. qu'en grande surface, forcément, le grossiste va prendre sa marge. Exactement. Finalement, tu es un petit peu moins cher qu'une boîte, une douzaine d'œufs en grande surface. Et du coup, tu es plus compétitif finalement. Mais ça te permet de valoriser finalement ton travail davantage que si tu passais que avec la grande surface. En tout cas avec le grossiste. Ouais. C'est quoi un œuf? Un œuf est un ovule. Arrivé à maturité. La poule a dans son corps constamment 6 ou 7 jaunes en préparation. Et donc tous les jours, un de ces jaunes part dans l'ovocyte. Ensuite, il entre dans un conduit où il est entouré de blanc. Une enveloppe vient enfermer tout ça et ensuite la coquille se forme. Au petit matin, comme tu l'expliquais. Donc finalement, un œuf, voilà, il faut le rappeler, c'est un ovule de poule qui est non fécondé parce qu'elle n'a pas rencontré de coque. Donc ce n'est pas encore un ovule fécondé qui donnerait un poussin, mais ça reste un ovule. Voilà. Je trouve que c'est quand même une notion qui est intéressante à rappeler finalement. C'est vrai. De savoir en fait d'où vient un œuf et d'où vient notre omelette. D'ailleurs, donc il faut 25 heures en moyenne pour faire un œuf. C'est-à-dire qu'une poule produit en gros 6 œufs semaine. Et une poule ne produit pas, comment on dit, quand on fait plus d'ovulation. C'est la ménopause. Voilà. En soi, la poule connaît la ménopause. Au bout de 600-650 œufs, elle a fini de pondre. Donc ça fait combien de mois à peu près à quel âge à ce moment-là 3 ans en gros. 3 ans. Donc tu me donnes une transition parfaite sur la suite de mes questions. Je te remercie. Parce que j'allais te demander quelle est un peu la durée de vie d'une poule. Alors une poule, elle arrive à maturité de ponte vers 5 et 6 mois pour les poules pondeuses, on reste toujours dans ce domaine-là. Et tu les reçois à peu près à cet âge-là. Oui. Et tu vas les garder combien de temps dans tes bâtiments d'élevage? Je les garde 13 mois. Donc jusqu'à leurs 18 mois à peu près. Exactement. Jusqu'à, à ce moment-là, du coup, elles sont envoyées à l'abattoir. Exactement. Pourquoi cette durée-là? Parce que le but d'un élevage, c'est quand même d'être rentable. Et donc, on suit la courbe de ponte d'une poule. À partir d'un certain moment, les poules pondent moins, puisqu'il faut plus de temps pour faire un œuf. Plus la poule est vieille, plus la durée de production d'œufs est grande. Donc, ce n'est plus assez rentable et on renouvelle la bande. À un moment donné, effectivement, on va dire l'efficacité de ponte diminue avec l'âge, donc de manière naturelle, même si une poule a une espérance de vie qui peut aller entre 6 et 10 ans. Même plus. On ne sait pas tellement combien de temps vit une poule, parce que souvent elle est abattue avant. Elle part où une fois qu'elle est abattue? Après, ça part soit en viande pour l'Afrique, il y a un gros marché sur la poule de réforme, ou en farine animale. Effectivement, je rebondis dessus parce que c'est très intéressant comme notion. Le système à l'heure actuelle, pour les poules pondeuses, elles sont reçues effectivement dans l'élevage à 6 mois. Elles restent à peu près un an en moyenne avant de partir à l'abattoir et d'aller approvisionner le marché africain qui mange ce type de poule. En France, finalement, le poulet qu'on mange, c'est du poulet fermier. Donc c'est de la volaille de chair, ce n'est pas de la volaille poule pondeuse. C'est important d'avoir cette notion en tête. Et donc finalement, comme tu disais, sa durée de vie, elle est très courte par rapport à la réalité naturelle, si je peux dire entre guillemets. Tu penses quoi de ce système-là qui est souvent dénoncé finalement? Tout modèle d'agriculture a été fondé sur la productivité. Sorti d'après-guerre, il fallait nourrir le monde. Donc on a intensifié les méthodes agricoles. Pour ce qui est de la poule pondeuse, on a fait des poules en cage, des bâtiments de 100 000 poules et plus. On a calculé le temps d'élevage d'une poule en fonction de sa rentabilité finalement, de sa productivité et donc de sa rentabilité. Donc moi, en tant qu'éleveur de poules, si je veux vivre de mon activité, il faut que, j'ai pas d'autre choix que de suivre ce modèle. Et ce serait contre-productif de garder une poule qui ne ponde pas. Ou plus autant en tout cas. Ou plus autant en tout cas. Elle me coûterait toujours la même quantité d'aliments, mais elle ne se paierait pas finalement. Et finalement, cette différence de productivité ne serait pas valorisée pour toi. Exactement. Et en parallèle de ça, de toute façon, au niveau sanitaire, ce genre d'élevage est très surveillé, puisqu'on connaît tous la grippe aviaire, la salmonelle et ce genre
de maladies qui plombent toute la filière avicole. On préfère faire des rotations courtes pour éviter la propagation de ces maladies. Ce qui veut dire qu'au niveau réglementaire, je ne peux pas garder ma poule plus d'un certain nombre de semaines. Tu as le chiffre en tête ? 75 semaines d'âge. D'accord. Donc finalement, tu es contraint, effectivement, y compris pour cet aspect sanitaire, Exactement. à ne pas les garder trop longtemps. Exactement. Pareil, belle transition vers la grippe aviaire, forcément qu'on allait en parler. Bon, tout le monde le connaît, ce phénomène chaque année qui afflige le secteur de l'élevage, avec des élevages qui doivent être totalement abattus quand il y a des cas qui sont présents. Donc, pour rappel, la grippe aviaire est transmise par la faune sauvage et les oiseaux sauvages, notamment lors du flux migratoire, très souvent. C'est quoi la conséquence pour la poule dans le cas des poules pondeuses et sur l'œuf ? La grippe aviaire, sur la poule, la conséquence immédiate, c'est la mortalité. Quand tu rentres dans ton élevage, que tu as 50% de mortes, de toute façon, que tu peux même pas déclencher l'abattage obligatoire, puisque de toute façon, elles vont toutes crever. En 3 jours, tu n'as plus d'animaux vivants. Oui, c'est très contagieux. Il y a une conséquence sur les œufs ou il n'y en a même pas finalement qui sont... Il n'y a pas de conséquence sur l'œuf. J'oriente un peu plus sur la partie agronomique. Donc si tu prends ta casquette d'agronome, qu'est-ce que tu en penses de cette gestion de la grippe aviaire en France ? Ce genre de maladie qui touche plusieurs pays, qui touche le monde entier, donc ce sont des catastrophes. Le seul moyen de se prémunir de la propagation, c'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, c'est le confinement et l'abattage systématique pour éviter la propagation pure et simple du virus, avant de pouvoir trouver un vaccin efficace. Oui, parce qu'effectivement sur la table des chercheurs, en tout cas, il y a cette question de savoir est-ce que finalement on vaccine les poules pour éviter qu'elles tombent malades. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, ce serait le meilleur moyen que la filière ne se pète pas la gueule. Que la filière ne crève pas de cette maladie qui revient chaque année maintenant. Et que penses-tu de certaines personnes, et notamment dans le milieu agricole, qui soulignent que pour combattre la grippe aviaire, finalement, il faudrait plutôt prôner une diversité des territoires ? Mais la transmission du virus se fait par contact et par l'air. Plus tu as une grande densité dans une région, plus tu as de chances que le virus se propage d'élevage en élevage, c'est sûr, c'est certain. Donc non, mais c'est sûr qu'il faudrait repenser la filière avicole pour éviter cette grippe si on ne trouve pas de vaccin efficace. Est-ce qu'une diversité des territoires ne serait pas une solution ? Si. Il faudrait revoir le système d'exploitation, le système agricole des départements. Après, c'est vrai qu'en France, chaque région est spécialisée, plus ou moins. Dans les montagnes, il y a du lait, parce qu'on ne peut pas faire de céréales. Dans les plaines, on fait des céréales, parce que c'est ce qui est rentable. On peut toujours mettre des bâtiments de volailles un peu partout. Il faut trouver les éleveurs qui veulent le faire. Alors du coup, quel est ton avis sur la filière œufs en particulier, en France ? On a une belle filière. On a vraiment une très belle filière, bien organisée. On produit les poussins, on produit les poulettes, Donc la poulette, c'est de poussins quand la poule atteint les 4 mois. C'est l'adolescence. L'adolescence, exactement. Enfance à adolescence. Et moi, j'achète la poule prête à pondre, donc j'achète la poulette. On a une très belle filière qui est exportatrice. Pour donner un peu des chiffres, en moyenne, un Français mange 4 œufs semaine, y compris tout ce qui est transformé en agroalimentaire, dans les biscuits, tout ce qu'on achète au supermarché. 220 œufs par an par Français, selon les chiffres de 2021, j'avais noté. Avec une tendance à la hausse parce que la consommation augmente chaque année. Il y a une progression en tout cas, liée notamment aussi à certaines nouvelles tendances. Et effectivement, à la crise, c'est plus avantageux, on va dire, d'acheter un œuf que d'acheter un morceau de viande. Un œuf, c'est la protéine animale la moins chère et c'est très complet en vitamines, en protéines. Et puis c'est utilisé partout en cuisine. Et une autre dernière question avant d'arriver vers la fin. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce décalage qu'il peut parfois avoir avec la vente directe ou la vente en grande surface d'œufs, qui va être du coup code 0, code 1, code 2 très souvent,
Mais de l'élevage numéro 3, qui est des poules en cage, pas tellement, c'est peu vendeur. C'est surtout des œufs qui ont comme finalité d'arriver en agroalimentaire pour de la transformation. Mais bien évidemment, quand on achète un produit qui est transformé et qui utilise des œufs, on ne sait pas vraiment quel type d'œuf a été utilisé, de quel type d'élevage ça arrive, même si maintenant il y a du marketing qui se fait autour. Comment tu expliques un peu peut-être ce régime à 2 vitesses qu'il peut avoir entre la vente directe qui est très exigeante, mais finalement une industrie agroalimentaire qui est peut-être moins pointilleuse sur cet aspect-là? Parce que le premier critère d'achat du consommateur, c'est le prix. Un œuf produit en cage, il est vendu 3-4 centimes. Pour un industriel ? Ouais, pour un industriel. Un œuf en plein air dans les supermarchés, c'est 30 centimes. Donc, c'est le prix qui régule de toute façon les marchés dans le monde entier. Hein. Ça a toujours été le cas. Mais finalement, pour certains qui avant la qualité. Ouais, mais pour certains qui essayent d'endiguer tout ce qui est élevage en cage parce qu'ils dénoncent le bien-être animal, finalement, si l'industrie, elle regarde que cet aspect-là, c'est une industrie qui est en recul en France. En France, aujourd'hui, plus de 50% des œufs sont produits en système alternatif, donc bio ou plein air. Et dans quelques années, il n'y aura plus de poules en cage. C'est une volonté de l'État qui s'est exprimée depuis déjà pas mal de temps. Je crois qu'en 2017, on voulait atteindre la barre des 50%, on l'a largement dépassé aujourd'hui. 50% de poules produites en système alternatif. D'accord. Oui, il en reste toujours 30% effectivement en système de cage en France. Je pense, ouais, mais c'est en diminution encore. C'est en diminution, alors ça peut pas forcément s'arrêter du jour au lendemain. Ça s'arrête forcément pas du jour au lendemain parce qu'il y a une demande. Hein. De toute façon, c'est le marché qui fait la production. Les agroalimentaires vont pas passer du jour au lendemain d'un œuf à 4 centimes à un œuf à 30. Mais ces systèmes en cage vont disparaître en France, du moins. Ils vont disparaître. Je sais plus quelle est la date butoir, mais c'est voué à disparaître. Bon, Arnaud, on arrive à la fin. Dernière question classique. Quel écho veux-tu laisser aux auditeurs qui nous écoutent ? De manger local. Tout simplement. Tout simplement. Efficace comme réponse. Bah écoute Arnaud, je te remercie pour ton accueil, pour aussi la qualité de tes réponses, et je te dis à bientôt. À bientôt, merci Sophie. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.